Bonjour à tous et bienvenue de nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Larry Johnson, ancien analyste de la CIA. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Professeur, c'est toujours un plaisir. Donc, Israël a récemment lancé cette attaque contre Doha au Qatar, qui, je le rappelle, est un proche allié des États-Unis dans le Golfe. Le but de cette attaque était bien sûr pour Israël de tenter d'assassiner les négociateurs de paix du Hamas qui étaient là pour négocier. Maintenant que la poussière commence à retomber, nous pouvons commencer à évaluer certaines des conséquences de cela. Comment évaluez-vous les répercussions de cette attaque? C'est un peu comme cette scène du film Le Parrain 2, où Michael Corleone est chez lui, regarde par la fenêtre et tout à coup des coups de feu pleuvent dans sa chambre et il traîne sa femme hors du lit pour la protéger. C'était une attaque avec les États-Unis, contrairement aux Émiratis ou aux Saoudiens. La base aérienne d'Al-Udeid est le quartier général avancé du commandement central des États-Unis. C'est aussi le siège de ce qu'on appelle le CAOC, le Centre combiné des opérations aériennes. Et ce CAOC réunit plusieurs pays différents et surveille tout le trafic aérien dans toute la région, de la Turquie, la Syrie, Israël, le Liban, jusqu'à l'Iran. Il couvre donc toute la zone. Je sais par un ami à moi qui a servi là-bas, en particulier en 2016 et 2017, que le général commandant du CAOC était au téléphone tous les jours avec les Russes pour désamorcer les conflits, s'assurer que les avions russes et les avions américains ne se croisaient pas et n'entraient pas en combat. Ce n'était donc pas une relation ordinaire. C'était une relation profondément ancrée. Et pour qu'Israël mène ce genre d'attaque là-bas, il n'y a aucune chance, c'est impossible, que cela ait pu se produire sans la permission et ou la participation des États-Unis, voire les deux. Cela a été en quelque sorte un électrochoc pour les Qataris, et pas seulement pour eux, mais pour le reste de la région. Parce que tout le monde, vous savez, alors que les États-Unis les traitent comme s'ils étaient une bande de, vous savez, ouvriers agricoles de seconde ou troisième classe, eux-mêmes ont tendance à regarder les États-Unis avec une certaine arrogance. Et vous savez, à dire « Oh, les Américains ne sont pas aussi intelligents que nous ». Mais maintenant, il y avait l'administration Trump qui a complètement trahi le Qatar. Et vous savez, je pense que la trahison a été si profonde qu'elle a conduit à cette réunion de la conférence islamique arabe, ce sommet d'urgence qui a rassemblé 54 chefs d'État et ministres des Affaires étrangères de pays arabes et musulmans. Donc il y avait, vous savez, les Turcs, les Azerbaïdjanais, donc vous aviez la culture turque. Il y avait les Arabes, vous savez, de l'Égypte à la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats. Il y avait d'Asie, l'Indonésie, la Malaisie, et nos amis les Houthis, ils étaient là aussi avec le gouvernement du Yémen représenté. Et il y avait quelques images étranges que nous avons vues. Il y a le président iranien Raïssi avec le nouveau président syrien Al-Jilani, anciennement connu sous le nom d'Al-Jolani, le terroriste de l'EI, dont les forces, il y a 2 ans, attaquaient et tuaient des Iraniens. Donc, il ne s'agit pas de personnes qui avaient simplement des désaccords sur l'équipe de football à soutenir. Nous parlons de personnes qui dirigeaient des opérations militaires les unes contre les autres. De la même manière, la Turquie était là avec les Iraniens. L'Iran était très en vue, assis à la conférence avec le prince héritier Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite, puis avec le président Sisi d'Égypte. Lors de l'annonce, nous allons rétablir les relations diplomatiques.
Je pense que c'est, vous savez, la première fois en 45 ans. Donc, vous savez, presque un demi-siècle depuis la révolution iranienne. L'Égypte et l'Iran s'étaient séparés. Et maintenant, ils se rapprochent. Vous savez peut-être que ça suffit à qualifier Donald Trump à lui seul pour le prix Nobel de la paix, pour avoir rapproché l'Iran et l'Égypte. L'autre signe d'alarme signalé par cela, c'est que la Jordanie, après 34 ans, annonce maintenant une nouvelle campagne de conscription, recrutant de nouveaux soldats, enrôlant de nouveaux soldats pour renforcer ses forces. Donc dans l'ensemble, je considère cela comme un sérieux camouflet pour la diplomatie américaine. Cela semble être un thème plus large. En Asie de l'Est, la Corée du Sud et le Japon commencent à reconsidérer leur dépendance excessive en matière de sécurité vis-à-vis des États-Unis. En Europe aussi, on ressent un sentiment similaire. Nous avons externalisé une grande partie de notre politique étrangère et de notre sécurité aux États-Unis. Puis soudainement, Trump a commencé à revendiquer le Groenland, après que le Danemark ait donné toutes ses armes à la guerre par procuration en Ukraine. Il est intéressant de noter que des changements se produiront également au Moyen-Orient. Mais tout cela se déroule aujourd'hui sur fond de ce rapport de la Commission de l'ONU, qui conclut qu'Israël a effectivement commis un génocide. Je ne pense pas que ce soit une grande révélation pour la plupart des gens. Mais étant donné que ces rapports proviennent des Nations Unies, cela met effectivement une certaine pression sur tous les pays du monde pour qu'ils agissent. Je veux dire, il semble que l'UEPMM ait changé de ton, passant d'un soutien enthousiaste et d'une complicité dans le génocide à une attitude désormais un peu plus prudente, cherchant à se laver les mains de toute l'affaire. Que cela ait ou non une réelle importance, ou que ce ne soit que du théâtre politique, je n'en suis pas certain. Comment voyez-vous les conséquences du rapport de l'ONU? Eh bien, c'est un mouvement dans la bonne direction. Et je pense que vous avez raison de souligner que c'est davantage du théâtre politique que du contenu réel. Commençons d'abord par le sommet islamo-arabe et la déclaration qu'ils ont publiée. Dans celle-ci, ils évoquent la prise de mesures conjointes pour faire exclure Israël des Nations Unies, ce qui, à la lumière de ce rapport, signifie qu'il pourrait effectivement y avoir un certain élan derrière ce mouvement pour que cela se produise. Et cela fait suite à la semaine dernière, lorsque les États-Unis ont rejoint les autres membres, permanents et temporaires, du Conseil de sécurité de l'ONU pour censurer Israël à propos de son attaque contre le Qatar. La solution diplomatique a été de ne pas mentionner Israël nommément, mais c'était un peu comme dire, vous savez, ce type en costume noir qui se tient là au coin de la rue avec un parapluie à la main et un chapeau melon sur la tête. Oui, c'est eux que nous sanctionnons. Et ils disent, oh, tu veux dire aide? Non, non, ne dis pas le nom. Tant que tu ne dis pas le nom, c'est comme Voldemort. Ne dis pas le nom, mais on sait de qui il s'agit. Donc, c'était la première fois. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'Israël a été sanctionné au Conseil de sécurité de l'ONU. Il semble donc qu'il y ait enfin une volonté politique en développement parmi le Conseil arabe islamique et les pays des BRICS. Je maintiens que les BRICS et le Conseil arabe islamique, en agissant ensemble, pourraient arrêter la guerre à Gaza, arrêter le génocide, en déclarant un embargo économique total et complet sur Israël, le mettre à l'arrêt, couper tout commerce avec lui. Ce qui est curieux, c'est qu'Israël lui-même parle maintenant du fait de devoir, je cite, s'en sortir seul, qu'il va devoir survivre seul. Ils n'en sont pas capables. Ils sont dans le déni. Mais le fait qu'ils commencent à reconnaître à quel point ils sont isolés est significatif. Cependant, nous en sommes toujours au point où le seul gouvernement au monde qui pourrait faire une différence immédiate est la Turquie, en coupant effectivement l'approvisionnement en pétrole vers Israël.
Et jusqu'à présent, la Turquie a refusé de le faire, même si Erdogan a assisté à ce sommet, tout comme le gouvernement du Yémen. Donc vous voyez, il commence à aller dans la bonne direction. Et maintenant, avec ce rapport de l'ONU qui sort du cadre du sommet arabo-islamique pour l'inscrire dans un contexte plus large au sein du Sud global, incluant des pays d'Afrique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, il pourrait y avoir des avancées. Je pense cependant que les pays de la région doivent percevoir les implications plus larges, car il ne s'agit pas simplement d'un massacre de masse à Gaza. Cela s'est également étendu au renversement du gouvernement en Syrie, à la destruction partielle de la Libye, aux attaques contre la Syrie, aux attaques fréquentes contre le Yémen. On voit des dirigeants israéliens commencer à parler du Grand Israël, où ils présentent simplement une carte en s'appropriant une partie des pays voisins. Bien sûr, il y a l'attaque contre l'Iran. Tout cela doit certainement rendre certains acteurs régionaux un peu inquiets et préoccupés. D'autant plus qu'il ne semble pas qu'Israël agisse ici par force. Au contraire, puisque les États-Unis indiquent vouloir se détourner quelque peu de la région, et que cela s'inscrit également dans le cadre des grands bouleversements du pouvoir, alors que celui-ci se déplace vers l'Est, on pourrait penser qu'Israël calculerait qu'étant donné qu'il dispose aujourd'hui d'une position plus forte qu'il n'en aura demain, il voudrait conclure un accord de paix dès maintenant. Mais au lieu de cela, ils semblent viser une victoire totale sur tout le monde, alors que leur principal allié, les États-Unis, conserve encore, je suppose, une présence dominante dans la région. Mais cela commence à ressembler à un état suicidaire, car il est très difficile d'imaginer comment cela pourrait bien se terminer pour Israël. Oui, non, je suis d'accord. Israël commence, comme tous les pays, avec des ressources limitées, que ce soit en termes de main-d'œuvre, de finances publiques ou de ressources naturelles. En fait, Israël est quelque peu désavantagé, car c'est un pays relativement petit, avec aujourd'hui 7 millions d'habitants, peut-être moins, ainsi qu'une dépendance à l'égard des importations de pétrole et de gaz naturel. Il ne possède pas de grandes richesses naturelles. Et pourtant, il étend la guerre en attaquant le Yémen, la Syrie, le Liban, le Qatar, en essayant de mener des opérations terrestres en Libye, en Syrie, en Cisjordanie, ainsi qu'à Gaza. Et nous approchons des 2 ans depuis le début de la riposte aux attaques du 7 octobre menées par le Hamas. Et prenons un peu de recul pour examiner la situation. Vous savez, on entend beaucoup de critiques sur la Russie par rapport à l'Ukraine de la part de personnes comme le général Kellogg. L'autre jour, par exemple, « Oh, l'Ukraine est en train de gagner. La Russie perd, parce que la Russie ne prend qu'un petit peu de territoire. » D'accord, appliquons ce raisonnement à Gaza. À Gaza, on a une zone de quoi? Environ 25-28 miles carrés. Ce n'est pas une grande superficie. Ou alors c'est, vous savez, 20 miles de long sur 5 milles de large, ce qui ferait plutôt 100 000 carrés. Mais malgré tout, c'est une zone contenue. Ce n'est pas une zone ouverte. En gros, les Israéliens l'ont encerclée. Les combattants du Hamas sont dans une position où ils ne peuvent pas simplement recevoir régulièrement des cargaisons d'armes par voie aérienne ou maritime. Les Israéliens disposent de chars, de véhicules blindés, d'hélicoptères, d'avions à voilure fixe, d'artillerie, de mortiers, de moyens d'imagerie aérienne et d'immenses ressources en renseignement. Et ils ont un accès très facile au ravitaillement en nourriture, en munitions, en médicaments et en fournitures de premiers secours. Le Hamas ne dispose d'aucun de ces moyens. Ils ont des fusils, quelques armes de poing et quelques mortiers, mais ils ne transportent pas d'armes lourdes. Et pourtant, malgré tout le poids de l'armée israélienne, qui surpasse le Hamas en nombre d'au moins 3 contre 1, le Hamas continue d'infliger des pertes à Israël.
Franchement, c'est une histoire remarquable. Cela restera dans l'histoire comme l'un des efforts les plus héroïques, peut-être tragiques, contre la tyrannie dans l'histoire de l'humanité. Mais jusqu'à présent, ils ont réussi à tenir les Israéliens à distance. La question est maintenant de savoir combien de temps les Israéliens pourront soutenir cela, car la pression exercée sur la société a entraîné une augmentation du nombre de suicides parmi les réservistes. La fracture politique en Israël est très profonde et marquée. Il s'agit donc de savoir combien de temps ils pourront continuer ainsi. Et espérons-le, ils n'aggraveront pas la situation en attaquant l'Iran, car je pense que si Israël décide d'attaquer à nouveau l'Iran, les États-Unis ne pourront pas sauver Israël par une intervention de dernière minute ou en concluant un accord avec Téhéran. Oui, il y a quelque chose de profondément irrationnel ici. J'ai eu une conversation avec un journaliste israélien, Gideon Levy, qui faisait remarquer que plus le monde se retourne contre Israël, plus cela alimente cette mentalité d'assiégé, selon laquelle le monde est contre eux et que c'est injuste, et c'est pour cela qu'ils doivent rester forts. Donc, cela alimente en quelque sorte cette politique très irrationnelle. Mais à ce sujet, je suis content que tu aies mentionné Kellogg, car je voulais justement te demander ce qui se passe sur le front ukrainien. Et comme tu l'as suggéré, c'est assez remarquable. Après 3 ans et demi de guerre, nous avons maintenant le général Keith Kellogg, qui déclare que les Russes sont en train de perdre la guerre. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable. Je sais que l'objectif clé dans la guerre de l'information, et c'est une guerre de l'information très puissante, est de maintenir la guerre, d'obtenir le soutien du public pour la guerre. Donc, il faut toujours dire que les Ukrainiens sont en train de gagner, que les Russes subissent d'énormes pertes. Mais malgré tout, l'ensemble de son discours, encore une fois en exagérant les pertes russes et en minimisant celles des Ukrainiens, il a fait le commentaire que la Russie sortait des chars des musées. C'est vraiment très étrange. Les plus grands journaux des États-Unis, je pense au New York Times et au Washington Post, ont rapporté que l'armée russe produit des chars en masse, mais qu'ils sont tous envoyés à l'arrière pour constituer des réserves. Et soudain, il arrive ici et dit non, non, non. Ils sortent des chars des musées de la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils n'ont plus rien. Je veux dire, c'est... Et comment interprétez-vous cela? Est-ce lui? Au final, cela ne peut s'expliquer que par la stupidité ou la volonté de provoquer. Comment l'expliquez-vous? Vous ne pouvez tout de même pas croire ce qu'il raconte. Eh bien, je partage votre scepticisme, qu'il ne peut sûrement pas être aussi stupide, qu'il ment délibérément pour jouer un rôle de propagande. Mais je pense en réalité qu'il peut sincèrement, véritablement croire ce qu'il dit. Il n'utilise tout simplement aucune capacité de pensée critique. Si vous écoutez son argument en surface, c'est que l'Ukraine inflige d'énormes pertes aux Russes et que les Russes ne prennent pratiquement aucun territoire. Ils avancent à peine centimètre par centimètre, tout au plus. D'accord. Mais nous avons eu récemment 2 échanges de corps de soldats morts, où l'Ukraine rend les Russes morts et la Russie rend les Ukrainiens morts. Les 2 dernières fois, le ratio était de 50 contre 1. Pour chaque soldat russe rendu, il y avait 50 Ukrainiens morts. Eh bien, comment cela peut-il être possible si Kellogg a raison? Et j'aimerais vraiment lui poser cette question pour entendre sa réponse. Parce qu'il a dit « Non, non, c'est la Russie. » Vous savez, il pourrait retourner la situation. Mais la réalité, c'est qu'il y a 50 Ukrainiens morts pour chaque Russe tué. Eh bien, j'ai entendu certains dire « Oh non, c'est simplement parce que les Russes avancent si vite sur le champ de bataille que les Ukrainiens n'ont pas le temps d'aller récupérer les corps des Russes. » Alors, attendez une seconde.
Kellogg disait qu'ils avançaient si lentement. Vous savez qu'ils ne bougeaient pas du tout. Et maintenant, tout à coup, vous me dites qu'ils avancent si vite que les Ukrainiens n'ont pas le temps de récupérer les corps. Alors, c'est quoi? Rapide ou lent? Il faudrait choisir une version et s'y tenir pour la cohérence. Peu importe vraiment ce qu'il dit ou ce qu'il croit, car cela ne changera pas la réalité sur le terrain. Tout ce que cela va faire, c'est provoquer une plus grande inquiétude en Occident lorsque l'effondrement total commencera. Et cet effondrement pourrait ne pas être très loin. Déjà, au cours des 2 dernières semaines, encore une fois, vous savez, Kellogg ne semble pas croire le général Syrski, qui a déclaré que la Russie dispose d'un avantage de 3 contre 1 en effectif le long du front. Comment ça s'est-il produit? Parce que si l'on remonte 3 ans et demi en arrière, c'était l'Ukraine qui bénéficiait d'un avantage de 2 ou 3 contre 1 en nombre de soldats, pas la Russie. Donc, la situation s'est complètement inversée. Et une partie de la raison pour laquelle cela s'est complètement inversé, c'est à cause des pertes catastrophiques subies par l'Ukraine. Oui, c'était l'argument selon lequel les Ukrainiens avaient perdu, 30 000 soldats, et pourtant ils doivent maintenant mobiliser des centaines de milliers de personnes. C'est cette étrange et fausse empathie envers l'Ukraine, où l'on minimise toutes les horreurs qui se produisent, des pertes sur la ligne de front à la conscription brutale des Ukrainiens. Je veux dire, même les sondages montrent que les Ukrainiens souhaitent des négociations immédiates pour mettre fin à tout cela. Rien de tout cela n'apparaîtra dans les médias. Rien de tout cela ne sera mentionné par des gens comme Kellogg, car tout cela sape le soutien public à l'effort de guerre. Encore une fois, voilà ce qui arrive quand on se bat avec des hommes qui ne sont pas les siens. J'étais curieux de savoir comment tu évalues toute la situation des drones maintenant, car, encore une fois, la guerre de l'information fait rage de tous côtés. Donc il faut être un peu prudent avec les informations. Mais, depuis la Pologne, on observe maintenant une énorme activité en ligne, ce qu'on appelle l'activité sur les réseaux sociaux, où les gens se moquent de leur propre gouvernement parce qu'il y avait des drones leurs. Ils soupçonnent un peu que ce sont les Ukrainiens qui les ont envoyés. Et je vois sur les photos qu'il y a des drones avec du ruban adhésif dessus. Et je veux dire, il ne semble pas que tout le monde soit complètement convaincu. Et encore une fois, je ne suis pas un expert en armement, mais j'aurais pensé que si on voulait vraiment convaincre tout le monde et éviter toute spéculation ou théorie du complot, alors pourquoi ne pas mener une véritable enquête à ce sujet? Mais au lieu de cela, quelqu'un pointe du doigt la Russie. Et dans ce climat, qui peut dire « Sommes-nous vraiment sûrs de cela ?» Ne devrions-nous pas examiner la situation de près? Je veux dire, cela fait de vous un pro-russe. Vous devenez un défenseur de Poutine. On n'a pas le droit de critiquer la moindre accusation. Du coup, ce sont les extrémistes qui contrôlent le débat. Mais comment évalues-tu cette situation avec les drones? Eh bien, mon mème préféré jusqu'à présent que j'ai vu, c'est ce gamin. Il entend soudainement quelque chose et il dit « Oh mon Dieu, un drone !» Puis il se baisse. Et la scène suivante, c'est quelqu'un qui traîne sa valise sur des pavés. Donc c'était la valise, pas le drone. Il est maintenant clair qu'il s'agissait d'une opération ukrainienne conçue pour tenter de créer une provocation afin de pousser la Pologne puis l'OTAN à entrer en guerre. C'est un signe du désespoir de l'Ukraine. Comment le savons-nous pourtant? Quelles informations avons-nous obtenues jusqu'à présent? Oui, parce que lorsque vous regardez où certains des drones, comme vous l'avez justement noté, du ruban adhésif, étaient des drones qui s'étaient écrasés à l'intérieur de l'Ukraine. Et puis, vous savez, je fais ici un saut analytique,
mais je suis très confiant qu'il n'y avait aucune autre raison ou objectif à cela. Je veux dire, écoutez, si la Russie veut les frapper avec des drones, bon sang, ils vont envoyer des drones avec des explosifs capables de causer des dégâts et ils vont viser des cibles militaires. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Et en fait, nous ne savons même pas combien de drones il y avait. Si l'on prend le chiffre de Radosław Sikorski, il y en avait 19. Et sur ces 19, avec toute la fameuse défense aérienne et les avions de combat qui ont été déployés en avant, ils n'ont réussi à abattre que 3 de ces drones. Et quand on regardait les drones, il était évident qu'ils avaient été, on aurait dit qu'ils avaient été récupérés sur le champ de bataille, ou après des attaques en Ukraine, puis réutilisés. Vous savez, ils étaient rafistolés avec du ruban adhésif. Ce n'étaient pas des drones sophistiqués. Ensuite, on en vient à toute la question de savoir pourquoi la Pologne et ses partenaires de l'OTAN utilisent des systèmes d'armes qui coûtent des centaines de milliers, voire des millions de dollars pour abattre des drones qui valent, vous savez, peut-être $5 000, voire moins. Je veux dire, ce n'étaient vraiment pas des modèles coûteux. Donc, économiquement, ça n'a pas de sens. Mais la tentative a échoué. Vous vous souvenez, la Russie, dès le début, a dit « Nous n'en savons rien, mais écoutez, nous sommes prêts à nous asseoir et à en discuter avec vous. » Apportez-nous ce que vous avez. Nous allons l'examiner. Vous savez, si nous avons fait quelque chose, nous en sommes désolés. Mais à notre connaissance, nous n'avons rien fait, car cette distance par rapport aux lignes de front russes dans le Donbass dépasse la portée des drones russes du type qui étaient utilisés. Donc, vous voyez, la Russie a réagi de façon très calme et factuelle, tandis que l'Occident criait de façon hystérique, comme une adolescente à qui on aurait volé son téléphone portable, cherchant simplement à attirer l'attention. Et cela n'a vraiment mené nulle part. J'y vois donc simplement un autre symptôme ou une preuve supplémentaire de l'effondrement de l'Ukraine. Vous dites que l'Occident a réagi de façon hystérique, mais je suppose que, plus précisément, vous diriez que ce sont les Européens qui ont agi de manière hystérique, car ils se sont un peu énervés contre Trump, puisqu'il n'a pas participé à la vague de haine et à la panique. Il semblait très désinvolte face à toute cette affaire. Et je dirais, pour être juste, que la seule chose qui semble avoir été touchée, c'est une maison en Pologne. Et ils ont découvert plus tard qu'il s'agissait de toute façon d'un missile polonais. Donc Trump a semblé balayer toute l'affaire d'un revers de main. Je ne sais pas s'il n'a pas cru à l'histoire, ou s'il ne veut tout simplement pas provoquer une escalade avec les Russes. Mais le désir des Européens d'obtenir une réaction forte de la part des États-Unis est en quelque sorte un indicateur de leur position dans toute cette affaire. Sans même considérer qui était derrière les drones, cette volonté constante d'impliquer davantage les Américains dans la guerre ou de les y ramener semble simplement indiquer que les Européens n'ont pas vraiment de stratégie, si ce n'est de prolonger la guerre, de maintenir les Ukrainiens dans le combat et d'obtenir davantage de soutien américain. Je n'entends aucune stratégie claire en termes d'objectifs et de moyens pour les atteindre. Oui, tu as raison. C'est vraiment jeter de la gelée contre le mur en espérant que quelque chose tienne. Et peut-être que ce sera notre plan. L'Europe a perdu la capacité de produire en quantité industrielle des systèmes d'armes qui lui permettraient de maintenir l'Ukraine dans le combat contre la Russie, avec la possibilité de remplacer les pertes, qu'il s'agisse d'obus d'artillerie, de batteries de missiles Patriot ou de missiles Storm Shadow. Tu sais, choisis ton système d'armes préféré. Aucun des pays, ni l'Allemagne, ni la France, ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis, n'a la profondeur industrielle nécessaire pour produire ces armes en grande quantité ou pour augmenter la production bien au-delà de ce qu'elle est actuellement.
Et pourtant, nous continuons à être confrontés à la même histoire. Seuls les couplets changent. Le couplet 1 en 2022 était « Oh, les Russes vont bientôt manquer de missiles, d'un jour à l'autre. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. » Puis cela a été suivi de « Oh, ils sont obligés de cannibaliser des machines à laver et des réfrigérateurs pour récupérer des puces électroniques parce qu'ils n'en ont pas assez pour leurs missiles. » Voilà pour 2022 et le début de 2023. Puis la réalité a frappé en 2023 et 2024. L'Ukraine n'avait tout simplement pas assez d'obus d'artillerie, et l'Occident était incapable de produire en un mois ce que l'Ukraine consommait. Ils prenaient donc du retard à ce niveau-là. Les batteries de missiles Patriot étaient détruites, puis ils se sont rendus compte qu'il fallait effectivement tirer 2 missiles Patriot, voire 4, pour abattre une roquette ou un missile russe entrant. Sauf que Lockheed Martin n'en produit que 550 à 600 par an. On ne parle pas des lanceurs, mais bien des missiles eux-mêmes. Donc, dès le départ, ils peuvent produire 550 missiles, alors que la Russie peut lancer, en une seule journée, 810 drones et missiles. La Russie dispose donc de la capacité militaire et industrielle totale pour submerger complètement l'Occident, à un point tel que l'Occident ne peut pas rivaliser. Je constate aussi que la rhétorique de Trump envers la Russie est, eh bien, elle peut être interprétée de différentes manières, je suppose. Comme vous l'avez probablement vu, il demande aux Européens d'imposer des sanctions secondaires complètes sur tout le pétrole russe. Ils doivent se couper totalement, mais aussi arrêter d'acheter à l'Inde ou à tout autre pays. Et encore une fois, il propose également de sanctionner l'Inde et tous les autres pays qui commercent avec la Russie. Dans ce tweet ou ce message sur les réseaux sociaux, il écrivait qu'il était prêt à aller jusqu'au bout avec les sanctions et à vraiment écraser la Russie. Mais d'abord, tous les pays de l'OTAN, tous, y compris des pays comme la Turquie, doivent accepter d'arrêter d'acheter du pétrole. Et là, je ne suis pas sûr de la portée. On peut l'interpréter de deux façons. Soit il fait un coup de bluff pour que les Européens portent la responsabilité de ne pas vouloir aller jusqu'au bout, soit il cherche à se donner une image anti-russe sans avoir à agir concrètement. Autre possibilité, il essaie de faire pression sur les Européens pour obtenir quelque chose de plus important. Cela peut être les deux à la fois. J'aurais plutôt tendance à pencher pour la première option. Mais j'étais curieux de savoir comment tu perçois toute cette débâcle. Eh bien, je ne sais pas si c'était la stratégie de Trump dès le départ. Je pense que notre ami Alex Cranor dirait, vous savez, il dirait, tu vois, j'avais raison. J'aime Alex et sa volonté de supposer que Trump est peut-être plus intelligent qu'on ne le pense. Je suis dans un camp un peu différent. Je ne pense pas que Trump ait naturellement planifié les choses ainsi, mais il a certainement su tirer parti de la tournure des événements. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il a maintenant complètement mis la responsabilité sur l'Europe. Et nous, les États-Unis, eh bien, on est à fond. Nous nous battrons avec vous. Nous fournirons l'Ukraine jusqu'au bout. Mais c'est à vous d'y aller en premier. C'est à vous de mettre l'argent. C'est à vous de fournir les missiles. C'est à vous d'imposer les sanctions. C'est à vous d'en subir les conséquences. Et ensuite, nous vous rejoindrons. Et l'Europe répond, « Oh, attendez une seconde. Non, non. » Tu commences. Et Trump a dit, « Non, on ne le fait pas. Non, on ne va pas faire ça. C'est votre guerre. On sera ravis de vous aider en tant qu'amis. On est là. Mais c'est à vous de le faire. » Et tu sais, quel que soit le consensus qui pouvait exister avant, il a complètement volé en éclats. C'est fragmenté. Et donc personne, prend le Royaume-Uni par exemple. Ils viennent de signer un accord de libre-échange avec l'Inde, compte tenu de leur histoire coloniale avec l'Inde. Et
Tu sais, Starmer dit, je ne vais pas revenir en arrière. On ne va pas aller dire aux Indiens, allez vous faire voir, on a changé d'avis, on va faire ce que veulent les États-Unis. Donc Glenn, je pense que c'est juste un exemple de plus de la façon dont ce qui était l'hégémonie américaine sur les plans économiques, politiques et militaires a changé. Ceci est un exemple de plus de cette hégémonie qui s'estompe, qui disparaît. Nous l'avons vu sur le plan militaire avec les Houthis qui nous ont chassés, qui ont chassé la marine américaine de la mer Rouge. Trump peut prétendre qu'ils ont capitulé autant qu'il le veut, mais c'est tout simplement pas le cas. Sur le plan économique, l'Inde et la Chine vendent leurs bons du Trésor américain et commencent à effectuer des transactions commerciales avec de grandes entreprises, tant au sein des BRICS qu'en dehors, sur la base de leurs propres monnaies respectives. Ainsi, la demande pour le dollar a disparu. Et nous avons quelques preuves que c'est effectivement le cas. Selon les données enregistrées jusqu'en juin 2025, le nombre de transactions SWIFT a diminué de 15% par rapport à 2024. Eh bien, c'est un chiffre significatif. Et pour les transactions SWIFT, si les gens ne comprennent pas de quoi je parle, c'est simplement la manière dont les banques internationales transfèrent de l'argent d'un point à un autre. C'est un système de messagerie électronique, un peu lent et maladroit, mais cela a été le principal moyen d'identifier quel type de mouvement avait lieu. Par exemple, si la Russie envoyait de l'argent à la Chine, car cela passait généralement par le dollar. Ils devaient acheter ou vendre des dollars pour envoyer des dollars. Tout cela est en train de changer. Ainsi, les États-Unis se retrouvent dans une position plus faible économiquement, militairement et politiquement, devenant plus isolés en raison de leur soutien à Israël. Et à l'inverse, la Russie et la Chine acquièrent davantage de respect et de soutien à travers le monde. C'est donc une période dangereuse et volatile, où quelqu'un qui avait l'habitude d'être aux commandes découvre qu'il ne l'est plus. Oui, la Chine a lancé son alternative à SWIFT. Je crois que c'était en 2015, en grande partie, selon moi, en réaction à ce qui se passait en Crimée. Car c'est à ce moment-là que l'Occident a coupé la Crimée de SWIFT. Et c'était assez ironique, parce qu'ils disaient que la Crimée était sous occupation. Donc ils n'ont pas coupé le reste de la Russie, ils ont juste coupé la partie qu'ils considéraient comme occupée. C'était donc une approche étrange, mais la Russie a aussi sa propre alternative, et cela a également des répercussions pour les États-Unis. Ce n'est pas seulement qu'ils n'utilisent plus les banques ou les dollars, mais si vous n'utilisez plus SWIFT, ce système servait à recueillir beaucoup d'informations pour savoir, par exemple, quel type d'accords commerciaux étaient conclus entre la Chine et le Brésil. Parce que s'ils ne l'utilisent plus, ils perdent ces informations et la capacité de préparer efficacement les agriculteurs américains à ce qu'ils peuvent raisonnablement attendre en termes de demande. Ils ne peuvent vraiment pas faire cela sans avoir une vue d'ensemble claire des chiffres. Cela a de nombreuses répercussions à long terme. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment réfléchi à toutes les conséquences. Et il n'y a pas que la Russie, le monde entier se dit maintenant, nous pourrions être les prochains. Écoutez, vous avez tout à fait raison de dire qu'ils n'ont pas réfléchi jusqu'au bout. Une chose qu'ils n'ont pas prise en compte, c'est que lorsque vous faites des échanges en dollars, prenons l'exemple de la Chine qui veut acheter du soja. Disons maintenant qu'ils achètent du soja au Brésil. Dans l'ancien système, ils achetaient déjà leur soja au Brésil. Mais la Chine allait sur le marché libre, achetait des dollars, puis envoyait ces dollars au Brésil. Ensuite, le Brésil pouvait garder les dollars, les convertir dans une autre devise ou les envoyer à l'étranger. C'était avant. Ce qui se passe maintenant, et cela s'est produit au cours des 3 derniers mois,
c'est que la Chine a annulé ses contrats d'achat de soja aux États-Unis à cause des droits de douane pour manifester son mécontentement et a transféré toute cette activité vers le Brésil. Et tout à coup, cet échange se fait en monnaie chinoise et en monnaie brésilienne. Donc, ils n'achètent plus de dollars. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a ce stock de dollars qui reste là et la demande pour cette devise diminue. Eh bien, si vous avez une quantité X de quelque chose et que la demande baisse, alors son prix baisse aussi parce qu'il y a moins de gens qui se battent pour l'obtenir. À l'inverse, disons, « Hey, nous avons 2 billets pour mon groupe de rock préféré et il y a peut-être 100 personnes qui veulent les avoir. Je les donnerai au plus offrant. » Donc, une quantité limitée et une forte demande feront monter le prix. Eh bien, en ce moment, les États-Unis font face à cette crise, appelons-la une inondation de dollars excédentaires qui traînent sur le marché international. En plus de cela, l'Inde et la Chine se débarrassent de leurs bons du Trésor américain. Ce que cela provoque, c'est une augmentation de l'offre de dollars au point que le prix du dollar baisse. Le dollar a moins de valeur parce qu'il y en a trop en circulation. C'est une bonne nouvelle si vous produisez quelque chose aux États-Unis que vous souhaitez vendre à l'étranger, car cela signifie que ce que vous vendez à l'étranger est moins cher. Mais supposons que je veuille être distributeur de vin pour Great Wines of New Zealand. L'année dernière, une caisse de vin coûtait 15 $. Cette année, elle coûte désormais 20 $. Je dois payer 20 $ pour l'obtenir, simplement parce que le dollar vaut moins. Eh bien, cela signifie que si je veux vendre ce vin aux États-Unis, le prix va augmenter. Et c'est ce qui contribue à déclencher l'inflation, ce que les États-Unis connaissent actuellement. Je voulais poser une dernière question. Encore une fois, il y a beaucoup d'évolutions sur la carte en ce moment, comme vous le voyez, en Ukraine. L'ensemble du front de Zaporizhia, au sud, semble s'effondrer rapidement, mais on voit aussi Siversk, prise en tenaille, Kupiansk en tenaille, Pokrovsk en tenaille, et il se passe également quelque chose autour de Konstantinovka. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse déjà d'une véritable tenaille, mais on peut voir les développements en cours. À chaque fois, les Ukrainiens subissent des pertes encore plus importantes en tentant de redresser la situation, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Bien sûr, lorsque tout s'effondre, on constate une flambée des pertes. Mais alors que tout cela se produit, je les vois également commencer à assouplir les cibles sur la rive ouest du Dniepr, principalement à Kherson, mais aussi en frappant très fortement Odessa. Il semble qu'ils se préparent au moins à effectuer une traversée partielle à Kherson pour prendre certaines îles. Mais comment évaluez-vous la situation? Pensez-vous que les Russes iront jusqu'au bout cette fois pour Odessa? Parce que s'ils ne parviennent pas à un accord, et que l'OTAN est déterminée, ou que les Européens disent qu'ils enverront des troupes en Ukraine après la guerre, il est certain que les Russes ne peuvent pas accepter la présence de troupes de l'OTAN à Odessa. Pensez-vous qu'ils iront jusqu'au bout? Ou avons-nous des informations au-delà des simples spéculations? Oui, non. Enfin, tout d'abord, nous avons eu la carte que le général Gerasimov avait accrochée lors d'un briefing il y a quelques semaines, et elle montrait Odessa et la Transnistrie comme faisant partie de la Russie sur la carte, ce qui a vraiment provoqué beaucoup d'inquiétudes en Occident. Je n'ai pas remarqué la Transnistrie cependant. Je ne dis pas qu'elle n'y était pas, je ne l'ai tout simplement pas relevée. Oui, la Transnistrie était également indiquée. Maintenant, Vladimir Poutine et Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, ont tous deux déclaré, au cours des 3 à 4 derniers mois, il faudrait que je retrouve la citation exacte, mais en gros, ils disaient « Voici l'accord que nous avons proposé. Si vous ne l'acceptez pas, alors le prochain accord, c'est que nous allons prendre d'autres territoires, jusqu'à
Vous savez, et quelqu'un a mentionné six autres territoires. Eh bien, vous pouvez aller à Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaïv, Odessa, Transnistrie, vous savez. Donc cela va s'additionner. Je crois fermement qu'avant la fin de tout cela, la Russie possédera tout le territoire à l'est du Dniepr et aura également capturé et pris le contrôle de Kiev, car Kiev est tellement importante dans l'histoire russe. C'est vraiment le début, la naissance de la Russie. Et donc je ne les vois pas abandonner cela. Ils ont essentiellement adopté l'attitude suivante. Nous avons donné à l'Ukraine toutes les chances possibles de se rendre, de conclure un accord. Je me souviens de ma conversation avec le juge Napolitano et Mariona Fall lorsque nous avons parlé avec Sergei Lavrov en mars. Et le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, est très clair en disant « Regardez, cet accord que nous avons signé, qui aurait permis au Donbass, à la fois Donetsk et Luhansk, de rester une partie de l'Ukraine, a été proposé par les Ukrainiens. Et nous y avons consenti simplement parce qu'il comportait des dispositions pour protéger les populations de ces oblasts. Mais il a dit que l'Ukraine s'en est retirée. Alors nous avons changé l'accord. Nous les avons désormais intégrés à la Russie. Et il a ajouté que cela ne changera pas. Ils ne reviendront pas en arrière. Il en va de même pour Zaporizhia et Kherson. Donc je prévois que tant que la guerre se poursuivra, la Russie va reprendre, elle reprendra Odessa. C'est une partie trop importante de l'histoire russe. Pour ma part, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de volonté du côté occidental ou de la part de Zelensky de trouver un compromis. Je veux dire, s'ils perdent aussi Odessa, l'Ukraine deviendra un pays enclavé. Et imaginez ce que cela signifie en termes de problèmes humanitaires. Des gens qui quittent leur foyer et sont déplacés. Il sera tout simplement impossible pour l'Ukraine de se relever en tant que pays si elle perd aussi Odessa. Le pays tout entier pourrait se fragmenter. C'est incroyable qu'ils ne voient pas cela. Je veux dire, il n'y a pas de voie vers la paix. Ce n'est pas une voie vers la victoire ici. Donc je ne comprends tout simplement pas cette réticence, même à parler aux Russes du côté européen. Cela n'a absolument aucun sens. C'est extrêmement frustrant à observer. Et pendant ce temps, ils font tout cela sous la bannière de « Maintenant, nous soutenons l'Ukraine ». Vous savez, comme jusqu'au dernier Ukrainien. C'est très très sombre. Mais tu sais, Glenn, c'est pour ça que tu ne pourrais jamais être un dirigeant politique en Europe. Tu es trop rationnel, trop logique et trop sensé, d'accord? Donc quand on a la rationalité, la logique et le bon sens réunis, parce qu'ici, on voit exactement l'inverse. Ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce qui devrait se passer. Et s'il y avait ne serait-ce qu'un soupçon de compassion humaine pour les Ukrainiens, pour les gens, bon sang. Mais tout au long de ce processus, nous avons vu l'Occident provoquer sans cesse la Russie et la pousser parce qu'il n'a absolument aucune envie de vivre en paix avec la Russie. Un de mes collègues a écrit un article. Il a soulevé la question suivante. Si nous envoyons plus d'armes et que la seule chose que nous puissions accomplir est que l'Ukraine perde plus lentement et donc perde plus d'hommes, est-ce que cela en vaut la peine? Et il a été attaqué pour cela. C'est anti-ukrainien. Bienvenue dans l'Europe post-rationnelle. Oui, c'est... Vous savez, je ne sais pas. Enfin, d'accord, c'est vous l'historien. Dites-moi, en relisant l'histoire de la Première Guerre mondiale, les récits de la Seconde Guerre mondiale, vous est-il déjà arrivé de vous demander comment les gens pouvaient-ils penser ainsi? Ou n'auraient-ils pas pu voir ce qui se préparait? Les gens posent aussi cette question, surtout à propos de la Première Guerre mondiale. Comment n'avez-vous pas vu dans quelle direction cela allait?
Et on a tendance à regarder l'histoire comme si les gens étaient un peu plus bêtes à l'époque. Mais regardez où nous en sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas gagner la guerre, mais nous ne voulons pas parler à l'adversaire. Notre seule solution consiste à mener ces frappes à longue portée en Russie. Au moment où les Russes sont en train d'achever l'Ukraine, ils sont furieux contre l'Europe. Et ils ne pensent pas vraiment que les Américains viendront au secours de l'Europe s'ils ripostent. Alors, c'est précisément maintenant qu'on va lancer des frappes directes contre la Russie, attaquer la plus grande puissance nucléaire du monde. Nous savons qu'ils considèrent cela comme une menace existentielle. Et même si cela devait réussir, ils ne disparaîtraient pas sans réagir. Ils utiliseraient tout ce qu'ils ont à leur disposition, y compris des armes nucléaires. Alors, quelle est la stratégie? Mais je n'ai jamais entendu personne, aucun homme politique en Europe, parler de stratégie. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Comment cela peut-il être accompli? Rien. Ce ne sont que des slogans. C'est extrêmement irresponsable. Mais oui, j'ai déjà pris un peu trop de votre temps. Non, non, non. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et d'avoir également votre point de vue. Je vous remercie donc pour l'invitation. De science venue. Très bien, mon ami. Au revoir.